Ça se ressemble beaucoup parce qu'au départ, l'idée, c'est de protéger les clients, donc le déposant ou l'assuré. Et puis, en fait, ça évolue sérieusement quand on se rend compte que derrière le client, ce qu'il faut protéger, c'est le contribuable, parce qu'il y a un moment où, quand ça cogne dur, finalement, on fait intervenir de l'argent public. Et le grand moteur de la régulation, c'est quand même d'essayer d'éviter que ce soit les contribuables qui payent. Donc, on a une racine qui est commune. On a des solutions qui sont incroyablement similaires, donc des institutions identiques tout en haut et tout en bas de la pyramide, le FSB ou la SCPR. Des méthodes qui se ressemblent aussi extraordinairement, avec les trois piliers qui sont similaires dans les deux réglementations. Les piliers 2 et 3 étant de très loin les plus intrusifs dans la vie des organisations qui doivent les mettre en place. Et puis une méthode d'appréciation de ce qui est risqué qui se ressemble beaucoup. Donc on essaie de valoriser les risques sur les actifs à partir de chroniques statistiques. On commence à faire de plus en plus la même chose sur les passifs. Et puis, en gros, on se gratte la tête sur comment appréhender d'une manière raisonnable les risques opérationnels et on bricole des solutions ad hoc qui sont, à mon avis, pas très convaincantes. Donc, on se retrouve au total avec des choses qui se ressemblent beaucoup et qui concluent invariablement de la même manière. C'est quand vous avez un problème, vous le résolvez en mettant plus de capital sur la table. Et quand vous êtes très très gros et qu'on se doute bien que si vous aviez un très gros problème, ça serait terriblement ennuyeux, on vous dit d'en mettre encore plus. Et c'est la solution des institutions systémiques dont la liste est établie par l'autorité tout en haut. Donc très très grande similarité. Alors ce n'est pas une bonne nouvelle à mon avis parce qu'il y a deux faiblesses. Il y a des méthodes de calcul des risques sur les actifs et sur les passifs qui sont fragiles, et puis il y a une incapacité complète à mesurer bien les risques opérationnels les plus lourds. Je pense simplement à ce qui se passerait un jour si des hackers vraiment déterminés réussissaient à mettre en rideau des chambres de compensation ou des systèmes de paiement. La vérité, c'est que même si on a tous des plans de continuité, d'activité et tout ce genre de choses, on ne sait pas très bien ce qui se passerait. Donc c'est quand même une faiblesse. Puis il y a une deuxième faiblesse, c'est qu'on réglemente de manière très similaire deux industries qui sont très différentes. L'assurance et la banque, c'est quand même très différent. Alors dans l'assurance, les grands risques qui sont un peu en dehors du spectre de ce qu'on sait appréhender facilement, c'est les énormes catastrophes naturelles, les énormes pandémies. Là, il faut vraiment faire confiance au système de la réassurance pour se dire qu'il est toujours capable d'absorber. C'est plus ou moins établi. Et puis, il y a un risque alors beaucoup plus présent qu'on commence à appréhender, mais on voit bien qu'on ne sait pas bien comment faire, c'est celui de l'optionnalité sur les assurances vie. Et il y a du coup des solutions un peu controversées, mais qui existent et qui sont celles de la loi Sapin 2. Côté bancaire, c'est beaucoup plus compliqué, à mon avis, parce qu'il y a d'abord le vaste continent des risques de liquidité, sur lequel les solutions sont toujours un peu insatisfaisantes. Et puis, il y a tout l'environnement, le shadow banking, les dérivés, les chambres de compensation. Et là, on est quand même, à mon avis, très très loin d'avoir fait ce qu'il faut pour être rassuré.